Il y aura donc ces tables rondes et puis il y aura des interventions qu'on a appelées seules en scène. Bernard Dojras, je vous en prie, rejoignez-moi ici. Vous êtes tout seul, oui, bien sûr, vous êtes tout seul, mais vous allez voir. Et mettez-vous là, et bougez pas le siège, voilà, parce qu'il y a la lumière, il y a tout ça, voilà. Alors, s'il vous plaît, par respect pour nos orateurs, je comprends qu'on va les gens, voilà, exactement, les gens bouger. Je vais en profiter, moi, pour vous rappeler quelques éléments. Cette journée, La France qui vient, c'est donc aussi sur Internet, on l'a dit, sur le site lafrancequivient.fr. Twitter, vous avez vu le hashtag ou l'adresse tweet. Et puis, il y a toute une série d'endroits, d'espaces ici, pour vous permettre d'évoquer plusieurs choses. Il y a un grand salon en sortant en face de celui-ci, le Village des Initiatives, 13 associations, soutenues par la Fondation Manpower. Et puis, le site, je l'ai évoqué, l'équipe de blogueurs, 8 étudiants qui essayent de résumer un peu, pas un peu, qui résument, qui reprennent les différents éléments et qui réagissent aussi. Et puis donc, il y a le hashtag La France qui vient et qui invite au dialogue et à la connexion. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on baisse à nouveau la lumière dans cette salle. Et je voudrais demander surtout à ceux qui sont sur les couloirs, sur les côtés, de bien vouloir discuter un petit peu plus loin, parce que c'est tellement sonore qu'on n'entendra pas notre invité, s'il vous plaît. Ce serait sympa d'aller transmettre à nos amis qui nous écoutent peut-être plus, d'aller discuter dans le hall, mais pas sur les deux couloirs, sur les côtés, parce que sinon, on ne s'entend pas. Alors, j'évoquais Jean Jaurès tout à l'heure, oui. Mais vous êtes, vous, Bernard Dojras, au fond, un autre Jean Jaurès. Je m'explique. Vous me disiez, quand j'étais gamin, je gardais les vaches de mes grands-parents. Ouais. Vous êtes devenu polytechnicien. Vous êtes donc, vous aussi, classe prépa avant, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, physicien. Vous êtes chercheur en physique des particules à Orsay. À Berkeley, vous l'avez été aussi, ou vous l'êtes encore, au CNRS. Non. Et puis aujourd'hui, vous faites aussi de la finance, parce que vous faites du capital risque, pour aider les entreprises, les nouvelles, pour essayer de trouver les talents. Et puis, votre obsession, si j'ai bien compris, c'est de voir comment, dans la finance, mais aussi dans la formation, on peut passer de l'innovation, de la création, de la recherche, de nouvelles idées, de nouveaux projets, à l'application dans l'industrie. C'est ça l'enjeu, et c'est ce sur quoi vous allez intervenir maintenant, en nous disant la façon dont vous voyez les choses, depuis la vache de votre grand-père jusqu'à la recherche, et aujourd'hui le capital risque, puisque vous avez d'abord été cofondateur et membre du conseil de surveillance d'Auriga Partners. Voilà, jusqu'à -10, on a donc un quart d'heure. D'accord, voilà. Ok, merci. Alors je dois dire que j'ai bu du petit lait dans la discussion de tout à l'heure sur la formation initiale, les classes préparatoires aux grandes écoles. Moi je viens d'un petit village du Limousin, un peu perdu, et juste après la guerre, il n'y avait évidemment pas d'école maternelle, hein, ça n'existait pas, donc je n'ai pas été formé à l'école maternelle, mais comme vous disiez, je gardais les vaches de mon grand-père, je savais même les traire, donc j'ai une fonction, si je veux me reconvertir, j'ai de quoi le faire. Alors, je dois dire, je vais être rapide là-dessus, totalement par hasard, mais grâce à la méritocratie républicaine, une série d'instits assez brillants et de profs de lycée brillants, je me suis retrouvé à l'école polytechnique, grâce aux mathématiques et à la physique, qui étaient mes sujets de préoccupation. Et j'ai fait cette école. Et comme toujours dans cette école, une formation exceptionnelle, théorique, mais quand je suis sorti, je ne savais rien faire. Et donc, je pense que c'est classique, c'est pas nouveau. Et donc, j'ai commencé un apprentissage. Et l'apprentissage, je l'ai fait en faisant de la physique. Tout à l'heure, David disait qu'il faut choisir dans la vie le plaisir. C'est ce que j'ai fait. J'ai jamais visé une carrière. J'ai toujours choisi de faire ce qui m'emballait et ce qui me plaisait. J'avais toujours eu envie de faire la physique, donc je me suis tapé de la physique. Je suis rentré au CNRS, physique des particules à Orsay, avec un professeur brillant qui aurait dû avoir le prix Nobel s'il n'était pas mort en faisant son cours, hélas.
Et je suis allé postdoc à Berkeley. Et ça a été mon chemin de Damas. J'étais dans un labo où il y avait 12 prix Nobel en physique quand même, ce qui est surprenant quand on doit présenter les travaux de sa thèse devant un aéropage où vous avez 7 ou 8 prix Nobel assis au premier rang. Je vous assure que c'est intimidant. Bon, j'ai survécu. Je suis revenu. Je voulais pas revenir parce que j'avais un job là-bas, mais ma femme qui voulait revenir m'a dit il faut qu'on s'en aille, sinon on va devenir américain. Donc je ne suis pas devenu américain. Je suis rentré au laboratoire d'Orsay du CNRS et je faisais de l'acquisition de données et je me suis ennuyé assez rapidement parce que c'est l'époque où faire des expériences, ça durait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ensuite, c'est devenu 20 ans. Les gens qui ont travaillé sur le boson de Higgs, ils ont mis 20 ans à préparer les manips. Donc, j'ai envie de bouger. Et un petit peu par hasard, je suis rentré à l'époque au ministère de l'Industrie dans un job formidable. J'étais à la petite cellule nucléaire. C'était la mise en place du programme électronucléaire. Donc, je m'en excuse. J'ai eu un passé de nucléocrate. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis occupé surtout de la technologie à cette époque-là. Je ne savais faire que ça, d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer André Giraud, qui était l'administrateur général du CEA, et j'étais au conseil d'administration du CEA. Il est devenu ministre, il m'a demandé de venir participer à la délégation à l'innovation, à la technologie, et je suis tombé dans la marmite des relations recherche-industrie, transfert, valorisation de la recherche, depuis cette date, et je ne l'ai jamais quitté. Dans notre structure, on avait quand même inventé le crédit d'impôt recherche, que Raymond Barre n'a pas voulu, mais qu'on a ensuite fourgué à Chevènement, qu'il a fait admettre au Premier ministre, et c'était une performance. Quand il était ministre de la Défense. Ouais, ouais. Non, quand il était ministre de la Recherche. Chevènement, ministre de la Recherche. De la Recherche, voilà, exactement, avant d'être ministre de la Défense. Qui a fait énormément de choses, et je dois dire que j'ai vécu cette époque-là. Je m'attendais à me faire vider, puisque j'étais de l'ancienne équipe, et finalement, il est venu nous dire qu'il voulait mener une politique de l'innovation gaulliste, et qu'il ne voulait pas du tout qu'on parte. Donc je suis resté, et j'ai été très heureux de faire ça, parce que j'ai eu l'occasion de créer les CIFRE à cette occasion. Je me suis impliqué très très personnellement dans la création des CIFRE, que certains d'entre vous doivent connaître. C'est une espèce de perturbateur qui fait qu'il faut mettre d'accord un thésard, un labo de recherche publique et un industriel. Donc personne n'en voulait parce que ça emmerdait tout le monde, mais j'ai convaincu de tenter l'expérience parce que justement ça emmerdait tout le monde et que ça ne pouvait pas être mauvais. Et donc ça marchait brillamment, puisque maintenant je crois qu'il y en a à peu près 1000 par an, et que c'est un outil de fricotage entre l'industrie, la recherche, les thésards, etc. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les approches un peu systémiques qui font bouger les lignes et qui sont un petit peu iconoclastes. Depuis ce matin, on nous dit, finalement, depuis le début, on nous dit plaisir, fricotage bien sûr. Et emmerder tout le monde. Voilà. C'est les trucs qui sortent comme étant les sources d'efficacité. Bien sûr, mais dans la vie, il n'y a que ça. Hein. Alors, j'ai adoré ce job. Entre-temps, on avait créé avec Friedel, qui était un chercheur brillant, l'association Bernard Grégory de la formation pour la recherche, parce que j'ai toujours pensé, et on y reviendra tout à l'heure, que la recherche est un outil de formation exceptionnel dont les entreprises ne savent pas profiter. Je suis très alarmé par le fait que les entreprises françaises, et ça a été dit tout à l'heure, dans leur recrutement, reproduisent leurs filières, leurs propres élites, leurs propres cadres, sans qu'il y ait de perturbateurs. Et je trouve ça tout à fait anormal. Donc j'avais essayé de faire en sorte qu'on injecte plus de doctorats sciences dans l'industrie, de chercheurs dans l'industrie, en créant l'association Bernard Grégory de la formation pour la recherche. Alors, j'en ai eu un petit peu marre. J'avais été exposé à beaucoup de start-up qui se créent, de sociétés innovantes. Donc j'ai décidé de faire le saut moi-même, et j'ai participé à la création d'une société de capital risque avec le Crédit Lyonnais à l'époque. Et pour un coup d'essai, c'était pas si mal que ça, puisque j'ai eu l'occasion de financer la création d'une boîte qui s'appelait à l'époque J'aime Plus, qui est devenue Gemalto, qui est devenu le leader mondial des cartes à puce, qui emploie je ne sais pas combien de milliers. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'emplois en France. C'est beaucoup d'emplois. Elle est à la limite du CAC 40. Et c'est la puce du c'est la puce ou la Banque de France. Absolument de tout.
Et je dois dire que l'anecdote est assez amusante parce que j'aurais aimé que les écoles de commerce écoutent ça. Parce que quand Marc Lassus, qui l'a créé, est venu me voir, il m'a dit j'ai un problème parce que toutes les études de marché disent qu'il n'y a pas de marché pour les puces sauf dans la banque. Et moi je pense qu'il n'y a pas de marché dans la banque avant 20 ans parce que dans les pays où l'interbancarité est interdite, il n'y aura pas de marché, il n'y a qu'en France. Mais par contre j'ai des tas d'idées sur d'autres applications. Et la décision d'investissement pour moi, c'était pas tout ça parce que j'avais confiance en ce qu'il me disait, mais il était international de rugby. Et je trouve que quand on est international de rugby et qu'on fait une start-up et qu'on quitte une grande maison pour prendre le risque, ça mérite d'être soutenu. Et j'ai été content parce que c'est une boîte qui a explosé, qui a battu Siemens dans un appel d'offres de la Bundespost sur les cartes téléphoniques, quand même c'est pas si mal. Qui a gagné le marché de Murdoch sur les décodeurs télévision. Bon, voilà. C'est une boîte qui est devenue explosive. Et pour Fox News, ils ont fait les... Absolument. Non, mais c'est tout à fait étonnant. Hein. Alors, bon, la société a évolué, il s'est passé beaucoup de choses, et puis c'est autre chose. Alors, j'ai quitté le Crédit Lyonnais parce que je voulais investir aux États-Unis. La loi bancaire américaine interdisait aux banques françaises d'investir là-bas. Donc, j'ai quitté, j'ai rejoint Finovelec, qui était une société qui s'intéresse qu'à la création d'entreprises de jeunes technologies. Et à Finovelec, finalement, il m'est arrivé un accident de parcours, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans les sciences de la vie. Et donc moi, j'étais physicien, et comme à l'armée, où on demande quels sont vos diplômes, très bien, vous serez de corps et de chiottes, c'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, je vais m'intéresser à la biologie. C'est un sujet que j'aime bien, je pense que c'est la science du 21e siècle, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'applications, ça soigne les gens en principe, et donc je me suis lancé dans le grand bain. Et pour apprendre le métier, je suis allé à la Harvard Medical School, on a investi dans un petit fonds que la Harvard Medical School avait fait. Je suis devenu partenaire dans ce fonds. Je commutais entre Boston et Paris tout le temps. Et j'ai appris la bio. Tout simplement, je me suis tapé d'apprendre la bio avec des bons professeurs, je dois dire, à Harvard. Et donc, je suis devenu indépendant. On a fait un fonds nous-mêmes en Europe qui a très bien marché. En 1998, on s'est fait virer de Finovelec par nos deux actionnaires majoritaires, Lydie et EDF, parce qu'ils s'étaient disputés entre eux. On était, nous, pas en cause là-dedans. Et donc, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. En 1998, on a créé notre boîte et on est devenu indépendant. On avait une bonne réputation, donc on a levé de l'argent. Bon, voilà, on est resté chômeur pas trop longtemps. Alors, et puis, voilà l'histoire. Et depuis, on a créé plus de 200 sociétés dans le domaine de tout, d'ailleurs. Moi, je me suis spécialisé en sciences de la vie, mais on fait tout. Et c'est un plaisir formidable de faire ça. C'est extraordinaire. Je vois des génies, je vois des talents. La France est riche de talents, je voudrais le dire et le redire. Et je sais un peu pourquoi, mais on pourra en reparler. Donc voilà. Non, mais dites-nous alors. Non, les sciences de la vie et beaucoup d'autres. Dans le micro. C'est le passage de cette science de base aux utilisations un peu intelligentes et délicat, bien entendu. Mais il se fait vite. Et donc, l'attitude qu'ont les chercheurs ou les gens qui évoluent dans ce secteur vis-à-vis des entreprises est fondamentale. Et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu une révision de la loi sur l'innovation en 1999. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, que j'avais été rapporteur de cette loi. Et donc, les mesures qu'on a prises à l'époque ont légitimé, ont débloqué beaucoup le système et ont donné envie aux chercheurs de tenter l'aventure. Et ça a explosé. On est dans une bulle même, probablement, d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, que je trouve, moi, extrêmement réconfortante. Bon, et alors, deux questions. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que dans cette France qui est déjà là, on a cette efficacité, au fond, et ce résultat? Et deuxième question, j'ai oublié le nom de cette entreprise, je le cherche depuis tout à l'heure, mais vous savez, cette entreprise qui est une des meilleures au monde à faire de l'analyse de Big Data, notamment pour le marketing, qui est une boîte française. Merci, Criteo. C'est Criteo sur une partie. Attendez, Big Data, d'accord. Et Criteo, dont le jeune PDG, avec qui j'avais une interview il y a quelques mois, me disait il a fallu que j'aille me financer en dernier ressort, enfin en troisième niveau,
Oui. Sur le Nasdaq et pas en France, parce que ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ici? Alors là, c'est une très bonne question. Je suis moi-même, je me bats comme un chiffonnier sur le fait que la France ne sait pas faire ses allocations de financement correctement. Alors, schématiquement, le financement des startups aux États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le venture capital, c'est les business angels qui investissent tous les ans 22 milliards. Juste un petit chiffre, 22 milliards. Chez nous? Chez nous? En Europe? Allez, je vous le fais à 500 millions. En France. En France, ouais. Ouais. Je vous le fais à 500 millions, je suis pas loin de la vérité. Donc, gap. Deuxièmement, il n'y a pas de fonds de pension en France. La France est un pays sans argent à long terme. Il n'y a pas de fonds de pension. Donc, le seul argent qui n'est pas liquide, qu'on puisse retirer tous les jours, c'est les contrats d'assurance vie. 1500 milliards dorment dans les contrats d'assurance vie. On donne un avantage fiscal à des gens qui investissent sans risque en produits de taux. C'est ridicule. Ça sert à combler le déficit de l'État, entre nous. 90%, c'est le déficit de l'État. Donc l'État ne veut pas gêner ça. Et donc, toute l'idée qu'on avait d'essayer de les convaincre, d'orienter un peu de cette masse pour aller investir dans nos startups et rénover le tissu industriel, et la France a les talents pour le faire, encore une fois, ne se fait pas. Ne se fait pas. Et donc, on a trouvé des substituts avec des fonds d'amorçage qui sont tous trop petits. Donc, on est dans une situation difficile. Nous sommes en train de chercher de l'argent hors de France parce qu'on ne trouvera pas. Non, mais est-ce que ça veut dire, du coup, alors que par ailleurs, on a les idées, on a les talents, oui, qu'on risque de les perdre parce que systématiquement, oui, ils vont, comme Criteo, s'installer ailleurs? Oui, alors, on les perd pas tout à fait, parce qu'il se crée quand même beaucoup d'entreprises en France. On arrive à les créer. C'est pas un scandale. Ensuite, lorsqu'elles se développent, en biologie, c'est toujours le cas. La biologie est beaucoup plus consommatrice que tout ce dont on a parlé ce matin. Quand Nicolas parlait de gens qui créent leur entreprise, en sortant de 42, on en parle souvent entre nous, d'ailleurs tous les deux avec Nicolas, l'argent, c'est pas compliqué, parce que on démarre avec quelques centaines de milliers pour démarrer. Je dis pas que... Mais dans le soft... C'est jouable, c'est possible, friends and family, comme on dit. On trouve un peu d'argent, il y a bien quelques fonds un peu fêlés comme nous qui mettons un peu d'argent. Absolument, il y a le crowdfunding qui vient. La biologie, c'est tout autre paire de manches. Quand on crée une société, le ticket moyen pour démarrer, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros? Oui, oui. Et pour amener un médicament en phase 2, c'est 30, 40, 50 millions d'euros. Et les mettre sur le marché, c'est impossible parce que c'est dans les plusieurs centaines, voire le milliard. Donc, les méthodes de financement sont radicalement différentes. Alors, il y a un miracle qui est en train de se produire, c'est que le marché français des introductions en bourse aime les sociétés de biotech. C'est devenu le marché de référence en Europe. Donc, on arrive à coter nos sociétés et à les financer. Mais après, pour passer à l'étape suivante, les meilleurs, entre nous, on les amène au Nasdaq. En conclusion de cette intervention, de ce témoignage dont je vous remercie, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça aille encore mieux dans ce domaine, et qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous nous avez dit en 2 phrases? Ce que je voudrais dire, c'est que tout est possible dans ce pays, contrairement à ce qu'on dit. C'est un pays vivant avec des talents. Je pense qu'il faut, je le dis en anglais, think different. C'est, je pense, la capacité à changer de point de vue, à évoluer, à être différent, perturbateur, qui est totalement essentiel. Et les Français ont ce talent. Donc voilà. Deuxièmement, je trouve que ce côté innovant ne percole pas assez vite dans les entreprises. Je l'ai déjà dit, je crois que les entreprises se reproduisent beaucoup trop. Je voudrais dire, est-ce que vous rappelez que l'administration a fait un lobbying pour que les docteurs sciences ne puissent pas accéder sur titre à la haute administration? Est-ce que vous vous rappelez de ce petit détail? Non, mais... Qui est archaïque, c'est vraiment la nomenclatura qui se défend. Je voudrais dire un petit truc. Vous savez quelle est la formation d'Angela Merkel? Elle n'a pas fait l'ENA. Elle est doctoresse sciences en physique. C'est une bonne conclusion.